Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Robe numérique. Donc ces nouveaux formats, c'est un format vidéo et audio. Donc si vous nous écoutez sur vos plateformes de podcast et que vous voulez découvrir cet épisode en vidéo, je vous invite à aller sur notre plateforme, notre chaîne YouTube ou bien sur Instagram, toujours la Robe numérique. Et vous verrez l'intégralité de cet épisode en vidéo. Et donc pour aborder le sujet du libre aujourd'hui, j'accueille Laurent Détaillère qui donc merci Laurent d'être avec nous. Tu es fondateur de Dolly Cloud. Est-ce que du coup tu peux, on va commencer peut-être par là, nous présenter Dolly Bar et Dolly Cloud pour expliquer le lien entre les deux, et puis ensuite on va aller un petit peu sur des définitions pour rappeler ce qui est IaaS, PaaS et SaaS. On fera la question après. On est d'accord. Alors, Dolly Cloud, c'est une solution commerciale qui consiste à proposer le logiciel de gestion d'entreprise qui s'appelle Dolly Bar sur le web, en fait, pour y accéder avec un simple navigateur. Donc, dans le SaaS. Donc, j'aborde un peu la définition. Donc, et Dolly Bar, c'est simplement le logiciel de gestion d'entreprise qui est un projet indépendant à part et donc qui est développé par une communauté. Donc, c'est important, c'est un projet communautaire. Donc c'est une solution en libre. Dolly Bar est une solution libre qui permet de faire un CRM ou un ERP. Ou RH, il y a plein d'autres fonctionnalités, tous les besoins d'une entreprise. Ok, et donc toi tu proposes une solution qui permet d'avoir un accès à ce logiciel, mais en cloud, donc en SaaS, Software as a Service. Et du coup, il y en a trois situations, SaaS, PaaS, IaaS. Donc SaaS, on vient de le dire, c'est Software as a Service. IaaS, c'est Infrastructure as a Service. Et PaaS, Platform as a Service. Voilà. Et là, vous avez une particularité d'ailleurs dont tu me parlais quand on préparait l'épisode. Effectivement, il faut d'ailleurs définir ces termes. Donc, on a vu ce que c'était SaaS. On propose une solution à un utilisateur, une solution, on va dire, clé en main. Vous avez un niveau qui est à l'extrémité qui est le IaaS, donc ça c'est le métier qui consiste à proposer du matériel et uniquement le matériel, donc des machines qui sont hébergées dans une salle, c'est le métier de l'IaaS. Et puis vous avez entre les deux le métier de PaaS, de Platform as a Service, où là on propose, une société qui propose du PaaS propose du matériel, mais aussi un accès à la couche logicielle qu'on appelle la couche logicielle basse, donc les composants logiciels qui vont permettre de faire tourner le logiciel final. Donc le PaaS, c'est aussi une couche logicielle, mais ce n'est pas le logiciel final qui va être utilisé par l'utilisateur final. Voilà. Et la particularité de Dolly Cloud, c'est que ce n'est pas qu'une plateforme SaaS, c'est qu'on offre aussi l'accès PaaS. C'est-à-dire que l'utilisateur, et donc on va dire le client, il a non seulement accès au logiciel, mais il a aussi la main totale sur la couche technique. Donc il peut aller lui-même modifier le logiciel selon ses desiderata, ce qui est permis par la licence open source, puisque le logiciel que l'on propose aux entreprises, c'est Dolly Bar, qui est un logiciel libre. Donc, le client a la liberté de la modifier, soit par lui-même, soit en faisant appel à un prestataire. Et nous, on laisse la possibilité de modifier ça sur notre plateforme sans, et c'est là la particularité, sans perdre les avantages du SaaS. Parce qu'en général, il y a des sociétés qui fournissent du SaaS, d'autres qui fournissent du PaaS, et c'est l'un ou l'autre. Nous, on propose les deux en un. Et ça, c'est une particularité qui est assez singulière, en fait. Alors, quand tu dis vous proposez, c'est-à-dire que vous mettez à disposition, vous aidez l'organisation qui veut utiliser cet outil. Comment ça se passe on n'aide pas, mais on donne les accès. C'est-à-dire qu'en gros, on donne le login et le mot de passe pour accéder à la plateforme au niveau du système d'exploitation. D'accord, mais moi, basiquement, si je veux mettre en place Dolly Bar dans ma structure et que je veux avoir un accès cloud, parce qu'on fait beaucoup de collaboratifs et que je veux avoir accès à mon logiciel un peu partout, toi, tu vas m'accompagner concrètement au sein de Dolly Cloud pour implémenter le logiciel. Comment ça se passe en fait ? Qu'est-ce que tu vas offrir comme... Le besoin que tu exprimes, c'est le besoin d'utiliser uniquement. Donc là, on va dire que c'est l'offre SaaS uniquement. Donc tu vas aller sur le site et puis tu vas cliquer pour dire « donne-moi un accès ». Tu vas te créer un compte et après tu as la main sur l'application pour créer d'autres comptes, etc. Mais là, on est sur du SaaS pur. Par contre, quand tu as besoin de faire une modification au programme parce que la solution ne correspond pas à ton besoin,
et tu as besoin de faire une évolution informatique, donc qui est une évolution qui ne peut être faite que par des développeurs informaticiens, tu peux demander à des informaticiens de rentrer sur la plateforme, d'aller modifier l'application même et de mettre ta propre version. Et là, par contre, donc c'est des connaissances techniques, donc ce qu'on appelle un accès SSH que tous les informaticiens connaissent. Et donc, dans la plateforme PaaS, on donne l'accès SSH. Voilà D'accord. la particularité de notre offre. Et donc, tu peux modifier le code à tes risques et périls. Bien entendu, le support reste présent pour l'offre SaaS. Par contre, il va juste être restreint aux parties standards de l'application. Si tu fais tes propres évolutions, le support, il relève de ta responsabilité, mais on a la possibilité de remettre en état si par exemple tu fais une bêtise, et c'est là toute la difficulté de la plateforme. C'est également une grosse difficulté, c'est l'aspect sécurité, puisque à partir du moment où on donne accès à la plateforme en PaaS, c'est beaucoup plus difficile de sécuriser une offre SaaS quand tu offres l'accès libre en PaaS également. Donc ça veut dire que finalement dans tes équipes, tu vas avoir des gens qui vont être capables d'intervenir si moi j'ai fait une bêtise. Donc tu as un service support qui va permettre de corriger. Mais sinon tes clients, ils ont des experts externes qui viennent maintenir ou intervenir. Tout à fait. S'ils sont intéressés par l'offre PaaS, Oui, ce qui n'est pas le cas de la plupart des clients qui ne veulent que le SaaS. Mais tous ceux qui ont des problématiques de souveraineté, qui veulent la maîtrise, et pas seulement des données, qui veulent aussi la maîtrise du programme, l'offre PaaS est quelque chose de rassurant puisqu'ils ont les programmes à disposition. Et quand on fait ce choix-là, tu vois une évolution dans les choix qui sont faits. Tu as des sociétés qui ont été pendant des années sur du propriétaire et que tu vois arriver là sur des solutions. Notamment la grande motivation aujourd'hui, et d'ailleurs c'est confirmé par la grande étude sur l'open source qui a été publiée l'année dernière, c'est que les entreprises commencent à choisir de plus en plus l'open source pour sa capacité, c'est un tiers d'entre elles, hein, donc c'est pas négligeable, pour sa capacité à s'interfacer avec d'autres composants existants que l'on ne peut pas faire avec du propriétaire. Et une sur trois ont cet argument-là qui est presque rédhibitoire et donc choisissent l'open source pour cette raison-là. Et l'avantage donc d'offrir une offre SaaS et PaaS, c'est que justement, on peut avoir du SaaS, mais on garde, grâce à la porte d'entrée du PaaS, on garde la possibilité d'avoir toutes les possibilités d'interconnexion avec le système de son choix, y compris un système maison qui n'aurait pas d'interconnexion native possible avec des systèmes d'interfaçage traditionnels. Ce que tu dis là, c'est qu'en réalité, pour connecter les API, c'est beaucoup plus simple quand on détient une solution avec un PaaS. Et c'est pour ça que vous avez fait ce choix de développer l'option PaaS et pas uniquement SaaS. Oui. Et du coup, là, pour traduire pour les gens qui nous écoutent et pour lesquels parfois c'est un peu technique, on pourrait dire que soit on a accès au logiciel, soit on a accès au logiciel plus une partie des fondations de logiciel, ce qui permet de faire un agrandissement de la maison ou de faire arriver une route devant la maison. Complètement. Voilà, complètement. Schématise, mais... On est beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, le SaaS essaie de s'ouvrir en proposant des API, mais parfois ça ne suffit pas pour s'interconnecter. Il faut carrément rentrer dans le code. L'API ne suffit pas. Et avec le PaaS, on a cette porte ouverte aussi. C'est quoi le délai moyen d'une mise en œuvre pour l'accompagnement au changement et le changement d'outils? Alors, nous, notre particularité aussi de notre offre, c'est qu'on est basé sur Dolibar et l'ADN de Dolibar, c'est que ce soit simple à rentrer dedans. En fait, on essaie de proposer une solution qui a une couverture très large, mais avec une courbe d'apprentissage qui soit la plus faible possible. Et beaucoup de clients, en tout cas ceux chez nous, sur DoliCloud, sont des clients qui sont souvent autonomes. C'est des chefs d'entreprise qui vont essayer par eux-mêmes et qui vont faire la migration par eux-mêmes. Voilà. Et donc avec finalement un support qui est minimal pour nous, ce qui nous permet d'avoir des tarifs très, très, très bas. Quand il y a un besoin d'accompagnement plus poussé, on va renvoyer à une société tierce et on va les inciter à prendre un accompagnement avec une société tierce. Et donc pour les clients qui essaient de faire les choses par eux-mêmes, donc do it yourself, il faut savoir que 9 fois sur 10, ça suffit. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent en tout cas pour les petites boîtes, hein, j'entends. Hein. Ce n'est pas du tout le cas pour les grosses ou même les moyennes. Mais pour les petites boîtes, ça suffit. Et ben, ces petites entreprises-là, on va dire, la personne, elle est opérationnelle, on va dire, dans les heures qui suivent, en fait.
D'accord, donc c'est finalement un temps qui est vraiment très lié à la taille de l'organisation et donc au volume Voilà. de migration en réalité. Pour une organisation qui va être plus importante, qui va avoir que à partir de 20 salariés et puis des grosses boîtes, là c'est clair qu'il faut un accompagnement parce qu'on est sur quand même un ERP, un CRM, le cœur de l'entreprise, et donc on veut des spécificités, on veut mettre sa marque. Rien que la nomenclature, quand on fait des transferts. Il y a énormément de choses, il y a la migration des données, il y en a beaucoup qui démarrent sans forcément migration des données. Ils ont besoin de gérer, ils laissent leur facture sur l'ancien système et ils démarrent un nouvel exercice sur le nouveau. Et la transition, du coup, se fait de manière très simplement. Ok. Et tu as un peu évoqué le sujet, on n'a pas donné de chiffres, mais ça coûte combien un projet comme ça? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse sur cette question, c'est justement parce que tu parles des petites structures. Les petites structures, c'est souvent pas de spécialistes techniques et encore moins d'informaticiens. Elles ont souvent un infogérant. Donc, la question, c'est aussi le coût de maintenance, la récurrence, qui peut être liée aussi à la sécurité. On a fait un épisode dédié. Donc, je renvoie aussi les auditeurs qui veulent écouter cet aspect spécifique de la sécurité. On a pas mal insisté. Quel est le coût en réalité? Quel est un budget, une fourchette, un moyen ou la manière dont tu vas le calculer? Alors, quand on fait du SaaS, la sécurité, c'est un budget énorme. Chez nous, en tout cas, c'est 50% du temps qu'on investit en argent. C'est sur l'aspect sécuritaire. Surtout que l'on a une offre SaaS PaaS, donc on a des problématiques de sécurité qui sont encore un cran dessus par rapport à nos concurrents. Donc, c'est un coût énorme. Simplement, on a la chance que l'offre qu'on propose, elle est basée sur un projet open source. Donc, on bénéficie de tous les investissements en sécurité qui sont faits par ce projet. Ce qui fait que nous, on a des coûts en sécurité qui sont finalement très faibles par rapport à d'autres offres, et ce qui nous permet d'offrir aujourd'hui une solution SaaS qui soit up-to-date en termes de sécurité, qui soit à la pointe, avec finalement des tarifs qui sont bien inférieurs à nos concurrents. Aujourd'hui, on veut un ERP CRM, on veut la stack complète d'une gestion d'entreprise. Il faut prendre le coût moyen du marché, on est plutôt sur du 40-50 euros par utilisateur pour les solutions SaaS traditionnelles. Nous, aujourd'hui, on est à 14 euros par utilisateur pour notre offre basique, en fait. Donc, cette baisse des coûts, on le peut en grande partie grâce à ce coût d'investissement de sécurité qui est en fait noyé dans le coût du projet communautaire, en fait, et qui est partagé par l'économie d'échelle faite par le fait que la communauté de Dolibar, elle est énorme, il y a énormément de développeurs, mais qui eux travaillent finalement pour un coût de R&D qui est de 0 euros pour Dolicloud. Ok, c'est très clair. Et aujourd'hui, tu parlais de petites structures, tu as aussi des grosses structures qui viennent vers toi, notamment pour les objectifs d'indépendance. Il y a des grosses structures qui viennent vers moi, mais même les petits viennent aussi pour l'indépendance, parce que ils ont peur quand ils rentrent dans le SaaS. Ils ont leur système, leur logiciel qui était historiquement local, sous Windows, en local. Ils veulent passer dans le cloud parce qu'ils voient bien l'aspect pratique du SaaS. Ils peuvent y accéder depuis plein d'endroits différents. Ils peuvent y accéder à plusieurs collaborateurs. Donc les petits y vont, mais on parle de plus en plus de souveraineté, de protection des données, d'être compatible RGPD, etc. Donc d'avoir ces données hébergées en France, et beaucoup de solutions SaaS qui sont étrangères. Donc ça leur fait un peu peur. Donc beaucoup viennent chez nous pour ces raisons-là. Donc ceux-là, ils sont le bienvenu. Après, on a aussi les moyens et les gros qui viennent aussi chez moi. Par contre, ceux-là, je les renvoie à d'autres confrères qui proposent de Dolibar et qui ont des offres plus adaptées pour les gros. Parce que nous, on a une offre de service qui est vraiment minimale, dans le sens où on préfère ce que les gens deviennent autonomes par eux-mêmes, et donc on est plutôt à destination des chefs d'entreprise qui sont autodidactes. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, toi, tu mets l'accent sur la formation et sur l'autonomie. L'auto-formation. Ouais, mais du coup, vous êtes quand même là à venir, je dirais, avec en garantie, en garde-fou. C'est ça. On est un garde-fou, mais on essaie de mettre le garde-fou vraiment au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire, voilà, vous êtes bloqué, il y a un problème, ça plante. Vous avez fait quelque chose dans l'appli qui ne va pas, vous ne savez plus comment vous en sortir, on va être là derrière en support. Par contre, l'apprentissage, découvrir l'outil, l'adapter à votre besoin, on essaie plutôt d'orienter l'utilisateur pour le faire par lui-même. C'est ça qui nous permet aussi, donc c'est un deuxième axe qui fait qu'on a des coûts beaucoup plus bas. Si par contre vous voulez vraiment un accompagnement complet, plus complet, il vaut mieux s'orienter sur d'autres offres, parce que des offres de Dolibar,
En SaaS, il y en a des tas d'autres. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi des offres qui sont déjà packagées, en fait. Complètement, des offres packagées avec du support, de l'assistance à la migration, de la TMA, du développement spécifique sur mesure. Par exemple, nous, on ne va pas faire de développement sur mesure chez Dolichloud. Ça veut dire que là, quand on part avec toi, on est presque sur quelque chose qui est en low-code ou en no-code? Alors, c'est un autre sujet, le low-code et le no-code. Oui, c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de me figurer, moi-même en tant que chef d'entreprise, si je devais paramétrer mon CRM, je ne suis pas dev, j'ai quelques geeks avec moi là dans l'équipe, mais voilà, je me figure pas en fait si j'arriverai à le faire. Donc je me dis, est-ce que c'est un mitigé no-code, low-code, et qui fait qu'effectivement, avec un tout petit peu de connaissances et d'apprentissage, en quelques jours, on arrive à comprendre comment ça fonctionne, ou est-ce que finalement, c'est vraiment, j'appuie sur des fonctionnalités, ça me tombe dans mon truc et ça me crée, par rapport à mon expression de besoin que je connais par cœur parce que je connais mon métier. On est plus dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on va activer les fonctionnalités à la souris en cliquant « je veux cette fonctionnalité voilà, donc on est plutôt... je veux ce paramétrage ». Donc on est vraiment sur du paramétrage. Alors attention, on est sur du paramétrage que j'appelle utilisateur à la souris par quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques. Oui, donc c'est parce quand que même beaucoup de projets ERP, CRM emploient le terme paramétrage pour parler de développement spécifique. Donc ça, c'est quelque chose qui me heurte, moi, personnellement, parce que quand il faut des connaissances techniques, on est, pour moi, plus sur du paramétrage. On est sur du développement spécifique, même si c'est du développement simple et rapide. Ok. Et du coup, ça veut dire que lorsque on envisage, enfin si en tout cas je le faisais pour ma structure, ça veut dire quand on envisage un projet comme ça, on a quand même besoin d'une expression de besoin. Ça fait beaucoup de besoins, mais on doit exprimer exactement notre expression de besoin, ou finalement c'est un peu, tu sais quand même en fonction. Alors, si j'arrive en disant voilà, moi je veux gérer mes prospects, mes devis et mes factures. En fait, tu sais déjà de quoi j'ai besoin. C'est ça. Souvent, les chefs d'entreprise, ils savent comment leur entreprise fonctionne et ils savent de quoi ils ont besoin. En tout cas, quand on est une petite entreprise, la connaissance est concentrée souvent dans une personne qui est chef d'entreprise. Et donc, lui, il sait, et en allant dans l'application, il voit les fonctionnalités et il sait dire j'ai besoin de celle-là, je n'ai pas besoin de celle-là. Et c'est pour ça que 9 fois sur 10, le chef d'entreprise arrive à avoir son autonomie sans forcément passer par une prestation de formation ou d'accompagnement. Okay. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, parce qu'il y en a qui ont vraiment du très spécifique dans lequel le produit ne va pas répondre. Okay. Voilà. Okay. Et du coup, pour rassurer nos auditeurs et peut-être ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur la sécurité et le livre, et désolé pour les autres parce qu'on a un tout petit peu se répéter, mais on est d'accord qu'une évolution en termes de sécurité bénéficiera à tout le monde, le petit comme le gros. Complètement. Voilà. Complètement. Je voudrais juste le rappeler parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse planer le doute. En fait. L'offre que propose Dolichloud, c'est Dolibar, la version officielle. Donc toute amélioration sur le projet officiel sera poussée, sera répercutée sur l'offre Dolichloud en fait. Ok. Voilà. Et comment on peut du coup, comment on peut te trouver et comment on peut soutenir, parce que je sais aussi que sur la partie, en tout cas, Dolibar, il y a besoin de soutien, notamment sur la partie sécurité. Soutenir Dolibar, c'est soutenir Dolichloud. Si on soutient Dolibar, on soutient Dolichloud et on soutient tous les autres acteurs qui vivent grâce à Dolibar. Parce que Dolichloud n'est qu'un petit acteur parmi plein d'autres. C'est aussi un des avantages et des particularités de Dolichloud, mais ça, vous le verrez avec la plupart des solutions open source qui sont hébergées en SaaS, c'est que vous avez une réversibilité. Et beaucoup de gens aussi viennent pour ça. C'est-à-dire, vous vous engagez avec un fournisseur, mais si vous n'êtes pas content, vous avez la main sur vos données et sur le programme, puisque c'est un programme open source, et vous changez de fournisseur. Et vous allez sur un autre hébergeur de solutions SaaS, Dolibar, et la transition, elle va être indolore, puisqu'en fait, c'est le même produit. D'accord. Donc pour les utilisateurs, c'est pareil. Pour l'informaticien qui va faire la migration des données ou la société qui va récupérer, c'est également très indolore, puisque ça peut se faire. Nous, on fait des migrations comme ça d'un système à un autre, ça prend quelques minutes. D'accord. Donc on ne le fait même pas payer en fait, Okay. ce genre de prestations. Okay. Voilà. Donc c'est aussi un des avantages. Et effectivement, pour soutenir ce genre d'initiative, d'écosystème, parce que c'est tout un écosystème qui existe grâce à ces solutions open source, et ben, en fait, le plus simple, c'est quand même de soutenir le projet de départ. Et le projet de départ aujourd'hui, c'est Dolibar, qui a déjà une grosse communauté, et vous pouvez soutenir de plein de manières. Ça peut être financièrement en adhérant à l'association Dolibar, ça peut être en contribuant si vous avez des capacités techniques à contribuer, en corrigeant des failles de sécurité si vous êtes un hacker, en faisant de la communication, en propageant
les particularités de solutions open source. Si vous êtes juste un communicant, voilà, il y a plein de manières d'aider aujourd'hui. Ok. Et pour en finir sur l'aspect financier, c'est une facturation au projet, il y a une récurrence. Alors pour moi, pour Dolichla, c'est une facturation à l'abonnement et à l'utilisateur. D'accord. Mais comme je l'ai dit, l'écosystème est très riche. Vous trouverez des offres d'Olibar qui facturent au forfait. Vous trouverez des offres d'Olibar qui facturent, qui vont vous proposer quasiment d'Olibar gratuit, mais par contre vont vous proposer la moindre prestation question, vont vous facturer plutôt la maintenance, la TMA ou le support. Il y a plein de modèles économiques différents, et c'est aussi une des richesses du monde open source et de ce logiciel de gestion d'entreprise, c'est que vous allez choisir le modèle qui vous convient en fonction, parce qu'en fait les offres sont vraiment très, très, très riches. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. J'ai envie de te demander à quoi tu veux dire non aujourd'hui. À quoi je veux dire non? C'est marrant parce que j'écoute le podcast, donc je sais que tu poses parfois cette question. Et tu t'es pas préparé. Et je me suis pas préparé. Et là, je me rends compte que je me suis pas préparé à cette question. Moi, je dirais non d'une manière tout simple au logiciel propriétaire. Oui, c'est basique. Ne partez pas dans une solution hébergée propriétaire, parce qu'un jour ou l'autre, ça va vous paraître très bien. Au niveau fonctionnel, vous aurez ce que vous voulez, ça va être très joli, ça va peut-être vous plaire esthétiquement, etc. Et puis au bout d'un moment, vous allez devoir évoluer et on va vous le faire payer, vous allez le payer très cher. Avec l'open source, et partez plutôt sur une solution open source, que ce soit en SaaS ou en hébergé, ce qu'on appelle on-premise, donc par vous-même ou par un service informatique ou par une société tierce, peu importe. Ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes coûts, etc. Mais peu importe, mais au moins, vous ne serez jamais pris en otage à un moment donné. Et à quoi tu as envie de dire oui? Tu n'as pas le droit de dire le contraire. au libre. Non, ça, c'est interdit. C'est un gage. Alors moi, je vais plutôt, parce que j'ai aussi un peu une fibre écologique, j'ai envie de dire oui à certaines initiatives. Et je citerai l'initiative Team for the Planet. Essayez d'adhérer, soutenir cette initiative qui essaie d'aborder l'écologie sur un angle différent que l'angle militant habituel. On sait très bien qu'aujourd'hui que le monde, il n'est pas gouverné par la morale, il est gouverné par l'économie. Et ça, la Team pour la planète l'a bien compris. Et c'est une initiative qui consiste donc à mettre en relation plein de sociétés et de faire en sorte de créer une économie qui a un intérêt à faire de l'écologie, et pour que le modèle écologique soit rentable financièrement, en créant des modèles de sociétés qui seraient open source, donc qui puissent être démultipliés à l'infini et qui puissent être économiquement rentables, pour que cette rentabilité puisse ensuite être réinjectée dans d'autres sociétés qui vont miser sur des ruptures technologiques pour favoriser l'économie. Donc j'ai envie de dire oui à cette initiative et puis de la mettre en avant tout simplement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Laurent d'être venu au micro de la Robe Numérique. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt à tous. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir et à mettre des étoiles. Mais on m'a dit de ne pas dire qu'il ne fallait pas en mettre 5. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut en mettre 5. Mettez ce que vous voulez, mais le mieux, c'est d'en mettre le plus possible. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou bien une envie d'avoir un thème particulier, bah, je vous invite à le faire savoir auprès de toute l'équipe et notamment sur nos réseaux. Merci et à bientôt pour un épisode de la Robe Numérique.